Bonjour à tous, il est 14h30, donc nous allons commencer ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire intitulé sur un catalyseur bienvenu pour une réassurance chômage européenne. Ce webinaire est le deuxième d'une série de webinaires organisés par l'Institut Jacques Delors sur la gestion par les autorités européennes de la pandémie du Covid-19 et de la crise économique qu'elle entraîne. Il y a 8 jours, pendant la réunion de l'Eurogroupe, nous avons débattu des outils budgétaires de l'UE face à la crise actuelle. Et aujourd'hui, nous allons débattre plus précisément sur l'un de ces instruments, celui visant à protéger les travailleurs et les emplois touchés par la pandémie. Cet instrument s'appelle SURE, selon l'acronyme anglais. Et l'objectif de ce débat est double. Avant tout, bien sûr, ce débat vise à comprendre en quoi consiste SURE, quels sont ses mérites et éventuellement ses limites dans le contexte actuel. Mais il est aussi important d'aller au-delà des enjeux de court terme et nous souhaitons donc avec ce débat comprendre comment cet instrument s'articule avec l'idée portée par la Commission actuelle selon laquelle la zone euro doit être dotée d'un régime européen de réassurance chômage. La Commission avait prévu de mettre sur la table une proposition pour une réassurance chômage européenne en fin d'année. Il est utile de comprendre quelle est l'articulation entre l'instrument qui vient d'être proposé, SURE, et cette proposition à venir. Et comprendre dans quelle mesure ces instruments ont des synergies et restent malgré tout des outils différents, l'un ne pouvant pas remplacer l'autre. Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous 3 intervenants que je tiens à remercier vivement d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Ainsi, nous accueillerons en premier Fabien Del, qui est conseiller économique de Nicolas Schmit, le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. Et Fabien Del a été auparavant aussi conseiller de Pierre Moscovici quand il était commissaire européen aux affaires économiques et financières. Suite à l'intervention de Fabien, nous aurons la chance d'avoir 2 experts qui pourront commenter la proposition de la Commission. Nous aurons en premier Frank van den Broek, qui est un ancien ministre du Travail belge, qui est actuellement professeur à l'Université d'Amsterdam et aussi conseiller à l'Institut Jacques Delors et qui a publié de nombreuses publications sur l'idée d'une réassurance chômage européenne. Franck nous présentera les mérites et aussi éventuellement les limites de cette proposition. Et suite à son intervention, nous accueillerons Philippe Pochet, un grand connaisseur des questions sociales européennes. Philippe dirige l'Institut syndical européen depuis 12 ans et a auparavant dirigé l'Observatoire social européen pendant de longues années également. Sans plus tarder, je vais passer la parole aux intervenants. Permettez-moi juste de souligner avant que tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions à nos intervenants. Vous ne pouvez pas les poser de vive voix, mais vous avez dans l'écran Zoom tout en bas un onglet questions et réponses. Vous pouvez donc poser vos questions par écrit et je les poserai à nos intervenants pendant le débat. Donc, ils vont intervenir tous les 3 et après, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions pendant que nos intervenants font leurs interventions. Sans plus tarder, je passe la parole à Fabien Del, que je remercie encore une fois de participer à ce webinaire. Merci Fabien. Bonjour, merci Sophia, bonjour à tous et merci de cette invitation. Je vais présenter rapidement ce dispositif que nous avons proposé il y a de ça maintenant 10 jours et qui a ce beau nom de SURE ou SURE. Je préfère SURE parce que ça signifie quelque chose de plus rassurant que sûr en français. Et je vais essayer de présenter ça en 3 temps rapidement. D'où vient l'idée? Quelle est la genèse de cette proposition? En quoi elle consiste concrètement? Et qu'est-ce qui reste à faire? Et quelles sont les perspectives au-delà de ce qui est aujourd'hui sur la table? D'où vient l'idée? L'idée d'un système de réassurance ou d'assurance, en fait, une assurance chômage européenne, qui est quand même la matrice initiale de ce projet, et une idée qui date qui traîne dans le débat politique et dans le débat académique depuis presque une dizaine d'années maintenant, qui a été particulièrement, qui a regagné qui
fait l'objet d'un regain d'intérêt au lendemain de la crise précédente. Et si je fais la liste des gens qui ont promu une version ou une autre parmi les décideurs politiques au niveau européen ou au niveau national, une version ou une autre de ce type de dispositif, je trouve un ancien commissaire à l'emploi, Laszlo Andor, un ancien ministre des Finances français, Pierre Moscovici, un ancien ministre des Finances allemand, italien, Piercarlo Padoan, un actuel ministre des Finances et vice-chancelier allemand, Olaf Scholz, une ministre des Finances espagnole, Nadia Calvino. Donc, on voit que c'est des idées qui viennent de partout en Europe, que ce soit au niveau des États ou au niveau de la Commission. Et juste pour quand même, les connaisseurs remarqueront que la liste des noms que j'ai cités sont quand même tous des sociodémocrates. Donc c'est aussi une idée qui est plutôt promue par la partie du spectre politique qui s'intéresse aux mécanismes de solidarité en zone euro et dans l'Union européenne en général. Et c'est à chaque fois en fait une version de cette grande catégorie de budget de la zone euro ou de budget de capacité budgétaire de la zone euro qui a été promu comme réponse au défaut d'architecture supposé et probablement réel de la zone euro identifiée dans la crise et au lendemain de la crise précédente. La commission sortante, la commission précédente, la commission Juncker, avait travaillé là-dessus et avait finalement décidé que de toutes ces fonctions, ce qu'on appelle des fonctions de stabilisation, une proposition qui reposait sur l'investissement avait plus de chances de voir le jour qu'une proposition qui visait à faire de l'assurance chômage partagée dans l'Union. Et en mai 2018, la commission Juncker a fait une proposition de règlement pour une fonction de stabilisation reposant sur l'investissement. La présidente actuelle de la commission, Ursula von der Leyen, a pris l'engagement politique au moment où elle a été élue de proposer au cours de son mandat, et effectivement rapidement il y a eu un accord pour que ce soit plutôt au début du mandat, et en fait dès cette année la proposition était sur la table, un mécanisme de réassurance chômage au niveau européen, plutôt d'ailleurs au niveau, dans l'esprit c'était plutôt au niveau de l'Europe à 27 que de la zone euro là spécifiquement. Mais donc voilà, donc cette idée était bien dans le programme de travail de cette commission avant que le virus, que le Covid-19 fasse son apparition. Mais peut-être, et c'est intéressant à avoir en tête pour comprendre un peu où est-ce qu'on en est maintenant, peut-être dans une version où les préoccupations, et d'ailleurs le fait que ce soit à 27 plutôt qu'à 19, en format Europe plutôt qu'en format zone euro, est cohérent avec ça, avec un intérêt et un focus sur les questions de stabilisation macroéconomique qui était probablement un peu moindre que ce qui pouvait être le cas, par exemple, dans la proposition que Jean-Claude Juncker et la commission Juncker avaient mis sur la table 2 ans auparavant. Et avec un intérêt particulier, ce qui n'est pas absurde venant d'une présidente de la commission qui est allemande et qui a été au gouvernement à l'époque où ce mécanisme a été mis en place et a particulièrement bien fonctionné dans la crise précédente en Allemagne, un intérêt particulier pour les dispositifs de chômage partiel, qu'on appelle en anglais Short Time Work Schemes, donc qui sont Kurzarbeit en allemand, Cassa Integrazione en italien et chômage partiel, activité partielle en français. Donc on avait, avant l'arrivée du Covid, un travail en cours sur une base juridique qui ressemblait, je dis ça pour les gens qui s'intéressent aux bases juridiques, dans l'Union c'est quelque chose d'important, sur une base juridique qui était l'article 175, qui était le même que celui sur lequel avait été construit la proposition de stabilisation pour l'investissement. Mais avec la crise, on a changé notre fusil d'épaule et on a accéléré le calendrier. D'abord, donc je passe à mon deuxième point sur en quoi repose la proposition sur la table. On a accéléré le calendrier parce qu'il devenait absolument clair qu'avec le Great Shutdown qu'on connaît actuellement, avec tout un tas d'entreprises qui simplement ne peuvent plus fonctionner à cause du confinement, il était absolument vital de leur permettre, disons, de congeler les relations d'emploi entre les entreprises et les salariés pour leur permettre, dans l'espoir que ce soit une période qui ne soit pas une période qui dure indéfiniment, qu'on puisse décongeler ça en sortie et qu'il y ait le moins de choses possibles qui aient été abîmées, le moins de... à la fois du point de vue du salarié et à la fois du point de vue de l'entreprise. C'est ce que l'Allemagne avait fait dans un contexte où c'était moins
évidemment la solution, mais ça avait bien marché en 2009. Là, avec l'idée qu'on confine pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qu'à un moment donné, on revient au statu quo ante, ce qui va être évidemment beaucoup plus compliqué que ça en pratique. Mais c'était quand même la philosophie de départ. Il y a vraiment une logique évidente pour soutenir ce type de dispositif. Et par ailleurs, là où je dis on a changé nos fusils d'épaule, on est parti sur un mécanisme qui, lui, est sur une base de l'article 122, qui est un article qui permet de faire des outils d'urgence, mais qui est un article qui ne permet de faire que des outils qui sont des outils provisoires. Donc, pour mémoire, c'est par exemple l'article qu'on a utilisé pour construire l'IFSM, qui était l'un des premiers dispositifs de solidarité financière lors de la crise des dettes publiques en 2010. Bon. Donc voilà, donc on a fait une proposition sur cette base-là, qui est un règlement, qui est maintenant sur la table du Conseil. Et en quoi consiste le mécanisme? Le mécanisme consiste à pouvoir à pouvoir prêter aux États membres les conditions d'accès aux marchés financiers qui sont celles de l'Union, qui sont bonnes. Donc l'Union a une bonne signature, elle s'endette moins cher que un certain nombre de membres de l'Union, que beaucoup de membres de l'Union. Et donc là où un État membre qui fait face à une augmentation soudaine et massive de ses dépenses d'assurance de chômage partiel parce qu'il veut pouvoir permettre à des millions de salariés de rester en emploi avec les entreprises qui sont fermées n'ont plus les moyens de les payer, là où un État membre devrait aller s'endetter sur les marchés à des taux potentiellement assez élevés pour pouvoir financer ça, la Commission et l'Union en pratique, la Commission propose que l'Union s'interpose et dise écoutez, vous, État membre X, alors, pas besoin d'aller vous-même vous endetter, on s'endette à votre place et on vous prête les fruits de l'endettement de l'Union, on vous le prête aux mêmes conditions de maturité de taux, et comme ça, vous accédez au même montant, moins cher, et vous êtes sûr d'accéder à ces montants. Derrière cette idée-là, derrière ce mécanisme, il y a quoi comme idée? Il y a l'idée que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est une situation où certains États, soit parce qu'ils s'endettent à des taux qui sont élevés, parce qu'on est dans une situation de stress financier et que les différences de taux peuvent bouger, soit parce que simplement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un espace, ce qu'on appelle un espace budgétaire infini, ils ne vont pas pouvoir augmenter leur déficit indéfiniment, que ces États renoncent ou soient pas assez, qui renoncent à employer massivement ce dispositif, qui est un dispositif utile pour leurs salariés, pour leurs entreprises, pour la croissance dans l'État en question au lendemain de la crise, et en fin de compte, pour la croissance dans l'ensemble de l'Union, parce que le fait qu'un État X ou Y sous-dimensionne sa réaction macroéconomique parce qu'il n'en a pas les moyens ou parce qu'il pense qu'il n'en a pas les moyens, c'est une bonne nouvelle pour personne au moment où la reprise sera là. Donc l'objectif de ce système, c'est de s'interposer et de proposer, de prêter aux États des moyens financiers pour financer ce genre de dispositif. L'enveloppe disponible pour faire ça est assez massive, c'est 100 milliards d'euros. C'est pas quelque chose qui ressemble au MES, par exemple, où il y aurait des conditionnalités, un programme, c'est pas le FMI qui vient et qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. La seule chose que vous devez faire quand vous êtes un État membre et que vous demandez à accéder, c'est simplement de dire voilà, je dépense demain 10 milliards d'euros pour faire face à l'augmentation de mes dépenses de chômage partiel. Il faut j'aimerais pouvoir profiter du mécanisme, juste pouvoir montrer que c'est bien pour du chômage partiel et pas pour acheter, je sais pas, des armes. Bon, mais ça, voilà. Mais donc c'est vraiment la conditionnalité extrêmement. C'est pas de la conditionnalité, c'est juste de la bonne pratique en termes de dépenses. Donc voilà, ça c'est le mécanisme. On y reviendra, je pense, dans la discussion, mais un mécanisme construit comme ça a quand même des capacités de stabilisation. Il est utile et il contribue au fait à éviter des mauvaises politiques macro, donc il stabilise. Mais d'un point de vue numérique, ce n'est pas vraiment un outil de stabilisation massif. Si on fait les maths pour voir combien un pays X ou Y, de combien de potentiel de stabilisation en euros sonnant et trébuchant il bénéficie en utilisant ce mécanisme, ce n'est pas quelque chose de massif. Donc, on est quand même dans un univers où on aide les États membres, mais en fin de compte, les États membres restent quand même ce qui stabilise leur économie, c'est leur stabilisateur automatique à eux en première ligne, avec leurs impôts dont les recettes baissent et leurs dépenses, typiquement de chômage, etc., dont les dimensions augmentent. Et c'est bien pour ça qu'on voit aujourd'hui tous les États membres, les finances publiques de tous les États membres se dégrader rapidement. Troisième point, rapidement, sur ce qui reste à faire. D'abord, il faut implémenter ça, le mettre en œuvre, pardon pour le franglais, le mettre en œuvre.
les États membres, pour faire fonctionner, on pourra y revenir aussi, le mécanisme financier qui sous-tend la capacité de l'Union de mobiliser 100 milliards d'euros si besoin, les États membres doivent fournir des garanties. Ils doivent tous fournir des garanties. Donc ça, il faut que l'accord existe. La proposition a reçu un accueil assez favorable, mais enfin, pour l'instant, il y a quand même encore un travail d'adoption et de mise en place de ces garanties qui doit avoir lieu. Et ensuite se posera la question de comment est-ce que concrètement ça fonctionne. Qui sera le premier État membre à aller au guichet? Est-ce que les États membres auront peur d'aller au guichet parce qu'il y aura un stigma lié à ça? Il ne devrait pas y en avoir, mais on ne peut pas exclure. Quelles seront les maturités qui seront pratiquées? Quels seront les taux que l'Union pourra rencontrer sur les marchés? Bon, ça, c'est des questions concrètes, mais qui auront une influence non nulle sur le succès du dispositif. Et ensuite, pour l'avenir, je pense que, bon, il y avait avant la crise un engagement pour un mécanisme permanent de réassurance chômage, qui était un engagement politique de la présidente et de cette commission. Je ne vois pas en quoi, après la crise, les conditions auront changé de manière, ce serait une bonne nouvelle remarque, mais en quoi elles auraient changé de manière à faire que ce besoin n'existe plus. Par conséquent, la discussion qu'on avait commencée sur le mécanisme permanent n'a pas de raison de ne pas avoir lieu le moment où on sera revenu à la normale sur un mécanisme permanent en sortie de crise. Déjà, on n'est pas sorti de la crise demain matin, donc ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui. Ensuite, il faut bien avoir à l'esprit que le mécanisme permanent sera forcément un mécanisme sur une base juridique différente, et donc il faudra recommencer la discussion. Ça ne pourra pas être le même, ne serait-ce que pour des questions juridiques. Et enfin, il y a fort à parier qu'on va quand même, parce que là on est en train de mettre en place quelque chose qui repose sur ces dispositifs de chômage partiel, on va apprendre des choses à l'occasion de la mise en place de ce mécanisme, apprendre des choses au niveau de l'Union, apprendre des choses au niveau des États membres. Et donc j'espère que la discussion sur le mécanisme permanent, le jour où elle aura lieu, sera une discussion qui sera informée par le plus d'intelligence possible sur ce qu'on aura réussi, ce qu'on aura raté, ce qu'on aurait pu mieux faire dans le dispositif qu'on met en place actuellement. Voilà. Je crois qu'avec ça, j'ai au moins lancé le débat. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Fabien. C'était vraiment très clair. Merci pour le retour historique. C'est aussi important de remettre les choses dans leur contexte. Et donc, je pense qu'on a un bon point de départ pour comprendre en quoi consiste ce nouvel instrument proposé par la Commission européenne. Et il faut dire aussi que cet instrument a reçu un accord de principe, a été validé par l'Eurogroupe la semaine dernière. Je passe maintenant la parole à Frank Vandenbroek. Et donc, je vous invite, Frank, à nous dire quels sont les mérites et les éventuelles limites de cette proposition de la Commission. Merci, Sophia. J'avais préparé quelques diapositives et voilà, la première diapositive, vous donne le titre de la publication de l'Institut. C'est un texte que j'ai fait avec Sophia sur le programme SURE. Et je crois que le titre résume bien le message. SURE est une initiative bienvenue, même urgente, mais cette initiative devrait s'inscrire dans la perspective d'un vrai système européen de réassurance, des systèmes nationaux d'assurance chômage. Pour éviter tout malentendu, Sophia et moi, nous ne disons pas que SURE ou une réassurance chômage puisse être la principale composante de la réponse de l'Union à la pandémie. Non, une intervention beaucoup plus massive est nécessaire. Mais le partage des risques dans le domaine du chômage fait quand même partie intégrante d'une initiative européenne plus globale. Je reviens d'abord sur le pourquoi d'une réassurance chômage. En fait, il y a deux arguments. Le premier s'appliquant à la zone euro et le deuxième s'appliquant en fait à tous les États membres de l'Union. C'est la diapositive suivante. Premier argument, sans stabilisateur automatique, c'est-à-dire des mécanismes mis en place ex ante et fonctionnant de manière automatique au niveau de l'Union économique et monétaire, ces États membres resteront toujours très vulnérables vis-à-vis des marchés financiers dont ils ont besoin pour financer leur dette publique.
Et en laissant de côté tous les détails techniques, une réassurance chômage signifie que les États membres sont assurés de recevoir un soutien budgétaire d'un fonds européen lorsqu'ils sont confrontés à une augmentation soudaine et importante du chômage. Et donc, ce soutien budgétaire leur permettrait de payer des allocations de chômage décentes qui peuvent jouer pleinement leur rôle de stabilisation en temps de crise, tout en protégeant leur capacité d'investissement public. Ça, c'est l'idée. Le deuxième argument dépasse, à vrai dire, la problématique de la zone euro. Garantir que des États qui sont économiquement très intégrés disposent tous d'une capacité de stabilisation efficace, c'est une question d'intérêt commun. Pour utiliser les jargons des économistes, les systèmes d'assurance chômage nationaux créent une externalité positive. Ils sont intéressants pour les voisins. Et donc, il faut les soutenir au niveau européen. Nous expliquons dans notre papier que ce deuxième argument s'applique a fortiori dans le contexte actuel de forte contraction de l'activité. Le maintien du tissu économique dans les États membres du marché unique par le biais de systèmes de chômage partiel est vraiment d'un intérêt commun. Et donc, cela justifie une action collective au niveau européen. Alors, quels sont les mérites et quelles sont peut-être les limites du programme SURE? Je les résume en 7 points. D'abord, je l'ai dit, c'est un régime d'assurance emploi plutôt qu'un régime d'assurance chômage. Son premier effet, c'est de garantir la continuité des emplois existants. Et nous croyons que dans le contexte actuel, c'est un choix justifié. 2, si l'on veut stabiliser, l'ampleur de l'effort est une question clé. 100 milliards d'euros, c'est en effet un volume d'aide important, nous le chiffrons un peu dans notre papier, mais si le confinement se prolongeait pendant de nombreux mois, un financement supplémentaire sera nécessaire. En outre, notons que le fait que SURE introduit un lissage dans le temps est aussi essentiel en vue de la stabilisation. 3. Un atout majeur de la proposition, et Fabien l'a bien expliqué, c'est qu'elle est basée sur l'article 122 du TFUE et le programme sera financé en tant qu'instrument communautaire et non intergouvernemental. Mais toutefois, il y a un risque. L'adoption du règlement qui va créer SURE ne nécessite que le vote à la majorité qualifiée par le Conseil, donc là, il n'y a pas de risque de veto. Mais pour que l'instrument soit disponible et puisse donc être utilisé, tous les États doivent participer sur une base volontaire. Et donc, des blocages ne peuvent pas être vraiment exclus. Donc ça, il y a un petit risque là. 4. Soyons clairs, il s'agit de prêts, il ne s'agit pas de subventions. Donc, l'aide est accordée sous forme de prêts à taux réduit. Et cela répond aux problèmes de trésorerie auxquels les pays peuvent faire face. Ça leur garantit des taux d'intérêt bas. Mais toutefois, sans une initiative communautaire plus large qui évite une forte augmentation des niveaux de la dette dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, mais peut-être aussi d'autres, des prêts à taux réduits ne contribueront guère à diminuer le risque d'endettement insoutenable dans ces pays. Et donc, il faut aussi d'autres initiatives, notamment pour s'attaquer à cette problématique de la dette. 5. La proposition autorise, et je crois à juste titre, un très large éventail de mesures. Et c'est logique. Comme il n'y a pas de temps à perdre, on ne peut pas imposer des conditions détaillées sur la matière dont le chômage partiel est mis en œuvre dans les États membres. Mais d'autre part, si le temps le permet, il serait quand même utile de tirer des enseignements des meilleures pratiques nationales afin de fournir des orientations aux États en vue d'une convergence sociale vers le haut dans ce domaine.
6. Des régimes qui évitent les licenciements sont très importants, mais ne peuvent être la seule solution dans le domaine du chômage. Inévitablement, hélas, des travailleurs ont déjà été licenciés et d'autres le seront, et les personnes qui actuellement sont sans emploi risquent de rester longtemps dans cette situation. C'est pourquoi, dans tous les États membres, il devrait y avoir une assurance chômage universelle, suffisamment généreuse. Et je dirais d'une manière plus générale, les lacunes dans la couverture des travailleurs indépendants et des travailleurs précaires dans nombreux pays soulignent l'urgence d'établir un accès universel à une protection sociale adéquate pour tous les travailleurs de l'Union, comme le prévoit d'ailleurs le socle européen des droits sociaux. Donc, la mise en œuvre de SURE est une avancée importante, et c'est vraiment une initiative très, très bienvenue, mais cette initiative ne dispense pas de progresser vers un régime européen de soutien aux assurances chômage à part entière. Dernier point, SURE fonctionnera sur la base des demandes des États membres et le versement de l'aide dépendra de décisions discrétionnaires au sein du Conseil. On ne peut pas agir autrement vu où nous sommes aujourd'hui. Mais un vrai régime européen de réassurance chômage ne peut fonctionner efficacement que s'il est fondé sur une solidarité exemptée, ça veut dire sur base de règles préétablies, et sur un fort degré d'automaticité. C'est essentiel dans un système d'assurance. Et là, évidemment, il doit s'agir non pas de prêts, mais de subventions, de transferts qui sont organisés de telle façon qu'à moyen terme, il n'y a pas de bénéficiaire net ni de contributeur net, mais qu'il y a une sorte d'équilibre entre recettes et contributions à terme. Il est possible d'organiser ça, et donc ça, c'est la perspective dans laquelle il faut travailler. En guise de conclusion, ça c'est mon dernier slide, l'assurance emploi, parce que c'est une assurance emploi, soutenue par SURE, est un complément nécessaire à l'assurance chômage normale. Et Sophia et moi, nous croyons qu'à terme, SURE devrait être un ajout spécifique à un régime de réassurance chômage européen global, un ajout prêt à être lancé immédiatement dans le contexte d'urgence exceptionnelle, et ceci non seulement pour la zone euro, mais pour tout le marché unique. Voilà, Sophia, en résumé, ce que nous disons dans notre papier. Merci. Merci beaucoup, Franck, pour cette analyse de la proposition de la Commission. Avant de donner l'opportunité à Fabien de répondre à certaines limites qui ont été identifiées, donc je remercie Philippe de nous apporter aussi son analyse et de partager avec nous aussi, au-delà de son opinion personnelle, peut-être la position officielle de la Confédération européenne des syndicats par rapport à ce nouvel instrument proposé par la Commission, mais aussi l'idée qui vient de plus loin, comme l'a rappelé Fabien, d'avoir un régime européen d'assurance ou de réassurance chômage. Merci Philippe. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai lu avec grand intérêt le papier que vous avez écrit avec Franck et je dirais à tout le monde qu'il faut le lire. Il est court, mais vraiment, il va droit au but et contribue à ce débat. Donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est commencer par ce que Fabien a dit, l'histoire, et lier ça avec la question qui était le dernier point de Franck sur la solidarité. Parce que en fait, tout ce débat ne date pas, selon moi, d'il y a 10 ans, mais il y a 30 ans. Au moment où on a fait l'Union monétaire, au début des années 90, il y a toute une série d'économistes tout à fait standards. On retrouve Pisani-Ferry, on retrouve Italianer de la Commission, Fattas, ce n'est pas du tout des économistes alternatifs, qui se posent la question de comment rendre soutenable une union monétaire sans solidarité, sans transfert. Et donc, ces économistes vont dire, bon, il y a un proxy qui pourrait marcher, c'est d'essayer d'avoir une assurance chômage au niveau européen. Ça coûte moins cher que les transferts et ça a une fonction de stabilisation. Donc, ça commence finalement le débat, non pas du tout par la gauche, mais par des économistes tout à fait classiques. Et quand on regarde ce qu'ils ont écrit, toutes les publications du CEPR qui abritent ce genre d'économistes, tout le monde soutient cette idée avec toujours
de regarder quel pourrait être le risque, l'aléa moral qui met en évidence. Et il y a une série d'analyses très approfondies, une qui m'a toujours fait rire sur ce risque moral de ce système. Un des économistes dit « j'ai trouvé la solution avec des systèmes de statistiques, mais ma solution coûte tellement plus cher que le risque de fraude qu'abandonnons la solution que je propose ». Donc ce n'est pas nouveau. Et ça vient du fait qu'on voit qu'il n'y a pas une possibilité de faire des transferts et c'est lié à cette question de solidarité. Et donc, pour moi, et c'est bien que ça rebondit, et tous les 10 ans, ça rebondit cette histoire, c'est quelque chose qui fait un assez large consensus pour des raisons différentes. Et je pense que ça vaut la peine d'explorer les raisons différentes entre la gauche et la droite. Mais avant de continuer là-dessus, je voudrais quand même dire clairement qu'à titre personnel, puisque j'ai suivi cette question, je trouve que c'est une avancée fantastique. C'est quelque chose qui est vraiment important, que la Commission a réussi à mettre dans le débat. C'était un peu inattendu quand même, parce que ça fait longtemps qu'il y a des essais, mais ce n'était pas très audible. Et donc, moi-même, à titre personnel, comme directeur de l'Institut académique, mais aussi la CES, soutient évidemment tout à fait cette proposition. Il n'y a pas là la moindre ambiguïté. Mais je pense qu'il y a au moins 3 points à rajouter qui font partie du débat. Ceci fait partie du débat sur l'Union. On n'aime pas d'avoir ce débat. On essaie de le camoufler depuis les échecs de la Convention, mais on ne peut pas l'ignorer. On n'a pas, c'est le mot de Franck à la fin, quand on parle de solidarité, on ne sait pas parler de solidarité sans réfléchir sur une union politique. Ça ne veut pas dire un système fédéral classique nécessairement, ce n'est pas ça le débat, mais on ne peut pas avoir un développement d'une dimension sociale sans réfléchir et sans avoir une dimension. C'est ce que Emilio Gabaglio, qui était secrétaire général de la CES pendant 12 ans, a toujours dit. On aura une véritable au moment où il y aura une union politique. Et je pense que ceci, on ne doit pas troubler le débat, et on sait les petits pas sont toujours utiles à faire, mais ne doit pas non plus, par les penseurs et ceux qui soutiennent cette idée, être oblitéré, parce que là, il y a une question qui est vraiment, selon moi, centrale. Le deuxième élément est, et Franck en a aussi parlé, c'est les conditions, c'est la masse. On sait que ce n'est pas assez, qu'il doit y avoir d'autres fonds qui vont les compléter, mais ça va être les conditions de remboursement. Effectivement, c'est des prêts. Et si on prend aux conditions du marché, qui sont quasi zéro, mais sont quand même un peu plus de zéro, ça va faire partie, ou ça pourrait faire partie, dans un temps T plus 1, T plus 2, T plus 3, des dettes des États. Et on a eu un peu la même séquence dans la crise il y a 10 ans. Tout d'un coup, les dettes explosent et la solution, c'est qu'il faut un assainissement des dettes. Et donc, je pense que là, on est très prudent, et c'était présenté que ça allait être des prêts avec des taux d'intérêt relativement peu élevés. Mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. Je veux dire, pourquoi la BCE prête aux banques à des intérêts négatifs pour que les banques remettent de l'argent dans le système, ou en tout cas n'assèchent pas le système, et on devrait avoir des prêts qu'il faut rembourser. Donc là, sans doute encore un effort de réflexion et d'avoir des conditions plus souples sera nécessaire. Bien sûr, il faut le mettre ça dans le contexte. On a fait un pas. Il ne faut pas effrayer ceux qui étaient effrayés, mais je pense aussi que c'est une question qu'on ne peut pas abandonner, d'autant qu'on voit malheureusement que la crise risque d'être plus longue que prévu. Et ce qui m'amène à un troisième point, qui m'a toujours été une surprise pour moi, qui soutient fortement cette idée, qui pendant 20 ans a essayé de le plaider à différents niveaux, c'est que quand vous parlez aux économistes, finalement, cette idée, grosso modo, est acceptée de façon majoritaire. Il n'y a pas vraiment de problème, de débat, j'ai dit, dans un très large spectre d'économistes. Mais quand vous vous adressez à des spécialistes de la protection sociale, je l'ai fait souvent, et vous commencez à expliquer la logique. D'abord, ils ne comprennent pas la logique parce que pour eux, un choc symétrique, un choc asymétrique, ce n'est pas le langage de la protection sociale. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils connaissent leurs référents. Et finalement, ils sont, et pour moi, ça a été toujours très étonnant, assez effrayés en disant que c'est une initiative qui vient du niveau européen. On n'a pas eu grand-chose de positif du niveau européen.
européen. Et les mots qui sont utilisés ne sont pas nos mots. C'est assurance. Je suis désolé, la protection sociale, c'est au-delà de l'assurance. Évidemment qu'il y a un aspect assurance, mais ce n'est pas comme les assurances. Et donc, les mots ne font pas sens. Et on voit là une sorte de crispation d'un groupe qui devrait se réjouir finalement d'avoir un instrument qui va le soutenir, une crispation. Et je pense que c'est très intéressant, important dans les étapes suivantes, de bien faire attention, de ne pas avoir un discours qui rassure les gens qui sont les plus réticents en disant que finalement ça ne va pas coûter cher, c'est de l'assurance, ça va dans les sens différents comme on l'a fait pendant très longtemps. L'Allemagne aurait pu gagner si c'est au début des années 2000 parce que ça aliène, ou en tout cas ça ne fait pas sens pour un tout autre groupe qui sont les spécialistes de la protection sociale, qu'il faut gagner aussi. Et finalement, je voudrais terminer par deux points qui sont liés à cette méfiance et qui ne sont pas directement liés à l'instrument, qui est évidemment bon, mais qui sont peut-être liés à comment cet instrument peut être vendu ou peut être montré dans une façon moins technocratique. La condition, et Franck a raison, c'est une assurance emploi, donc l'objectif c'est de retourner à l'emploi. Quelles vont être les conditions de retour à l'emploi? Je pense que ça va faire une grande différence si on considère qu'on retourne à l'emploi de façon plus ou moins sûre, dans laquelle les partenaires sociaux et les syndicats, et c'est une des demandes des syndicats qui a été d'ailleurs reprise dans la communication d'aujourd'hui de la Commission, et ils en sont évidemment très contents, que les partenaires sociaux aient quelque chose à dire. Ce n'est pas simplement une assurance où on garde un revenu, on revient à l'emploi, et dans quelles conditions revient-on à l'emploi, comment la sécurité et la santé et sécurité des travailleurs va être assurée. Et dernier point, je termine par ça, et Franck l'a aussi dit, et ça va être malheureusement, on peut craindre un chômage qui va durer, mais c'est aussi une transition. On va dans une société qui va être différente. On va regarder les perspectives du secteur aéronautique. Le secteur aéronautique, ce n'est pas simplement leur donner, comme aux États-Unis, des dizaines de milliards, c'est est-ce que les gens vont continuer à voyager de la même façon? Et probablement, il serait sain qu'ils ne voyagent plus de la même façon si on s'intéresse à la transition verte qui doit être au cœur de cette transition. Donc, l'instrument va nous garantir effectivement un choc à court terme, et c'est très important, mais comment va-t-on aussi pouvoir l'articuler avec une réflexion de transition future? Je pense que ça donnera aussi la couleur de l'instrument et la réflexion pour le futur. Et c'est avec ça que je termine ma première intervention. Merci beaucoup, Philippe.